travail. Eh bien, Roland, toi qui as produit beaucoup de réflexions, dont j'ai venu nous parler à Strasbourg plusieurs fois, et qui permettent de repenser non seulement la relation de soi à soi-même, mais tout ce que notre société est en train, nos sociétés sont en train de vivre à travers cette prégnance technologique. Parle-nous de ton travail, de tes derniers ouvrages, puisqu'ils sont tous liés plus ou moins directement à cette question. Je te laisse parler de tout ça. Bien, merci Claude. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais quand même d'abord réagir un peu sur le lapsus, si j'ose dire, de Claude. Quand, parlant de roman de Camille, tu disais celle que je suis et pas celle que vous croyez. Et je crois que dans les cas, il y a toute la question de l'amour. L'amour, c'est fondamentalement un malentendu. Le seul moment où on est réaliste dans l'amour, c'est quand on se sépare et qu'on dit « je ne te croyais pas comme ça ». Là, on devient réaliste. C'est-à-dire que les deux personnages, et Camille t'en parlera beaucoup mieux que moi, tu écris beaucoup mieux que moi d'ailleurs sur cette question de l'amour, mais les deux personnages, finalement, se donnent la réplique, et puis à un moment donné, ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas dans la même histoire. Et alors c'est le moment qui commence à poser problème. Je crois que la question justement du numérique, et des nouvelles technologies, parce que c'est un peu de ça dont on parle, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette absence, qu'est-ce qu'on fait avec ce manque. Et l'amour, c'est, bon, la phrase est bien connue, c'est donner ce manque à quelqu'un, donner ce qu'on n'a pas, à quelqu'un qui n'en veut pas, pour aller très vite. La définition que Lacan donne rapidement de l'amour. Le problème avec, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de parler de tout, bien évidemment, mais le problème avec les nouvelles technologies, et comme l'a dit évidemment Elsa, c'est que quelque chose de l'ordre des catégories du temps et de l'espace sont complètement bouleversés. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être à peu près partout en temps réel, et effectivement, au niveau même du temps, on peut, par le jeu de l'hypertexte, bouleverser complètement la chaîne temporelle du déroulé de nos paroles et du déroulé de nos textes. La question, et là je vais être très concret, puisqu'effectivement tu m'invites à parler de la fabrique du sujet éthique, finalement, c'est le type de rapport qu'on a avec soi-même, avec l'autre et avec le monde, c'est quand même comme ça qu'on peut le définir, c'est qu'on est à la fois en permanence connecté et seul. Et ce que permettent les nouvelles technologies, je crois que c'est ce point qui est pour moi essentiel, c'est un peu ce sur quoi je travaille, c'est que nous sommes tous connectés, mais tous isolés, tous désolés. Et effectivement, on a, grâce à un certain nombre de réseaux sociaux, grâce à un certain nombre, on va dire, de simulacres numériques, et je crois que c'est un point qui est très important, Camille en parle remarquablement dans son roman, avec effectivement ces simulacres, dans cette espèce de bal masqué, on peut finalement, à contrario de la relation amoureuse, où on se trompe sur la personne, et où la personne se trompe sur nous, ça débouche quand même sur le fait qu'on fait l'amour, plus ou moins. Et ça débouche donc sur quelque chose de l'ordre d'une expérience corporelle, sensible, pulsionnelle. Avec la question des avatars, avec la question de l'être numérique, on n'est pas obligé, si j'ose dire, d'en arriver là. Donc on est dans un bal masqué, mais où le masque peut ne jamais tomber. Alors je vais prendre un exemple clinique, personnel, très rapide. Il s'agit d'un de mes patients qui noue une relation amoureuse avec un avatar. Bon, d'abord, il ne sait pas que ça va être bien sûr une relation amoureuse, mais disons qu'il se fabrique un avatar et il se met en contact avec des avatars, et une avatar donc, de notre sexe, si j'ose dire, et les choses vont très loin, c'est-à-dire que très vite, il partage énormément de choses, toujours par numérique et par virtuel interposé, et finalement, on est une véritable passion qui, d'ailleurs, inquiète les couples constitués, les couples réciproques. Et à un moment donné, ils n'y tiennent plus, ils n'habitent pas du tout dans la même zone géographique, et ils se donnent rendez-vous. Et effectivement, ils se déplacent, et il va dans la ville où habite, si j'ose dire, l'avatar de l'avatar, et ils se rencontrent, ils vont à l'hôtel, ils font l'amour, ils se séparent, et ils sont, enfin lui en tout cas, quand il revient, il est profondément déçu. C'est comme si quelque chose, si vous voulez, avait pu être vécu numériquement parlant, mais pas à un niveau sensible, pas à un niveau existentiel. Et on sait,
passer à la deuxième partie de mon topo très bref, je te rassure, n'est-ce pas? Je vais aussi évoquer quelque chose que Elsa connaît très bien, ce sont les pathologies sociales, notamment au Japon, notamment l'hikikomori, c'est toujours difficile à dire, n'est-ce pas? Qui est un retranchement d'adolescents, voire de jeunes adultes, qui finalement vivent dans la no-life, c'est-à-dire qui vivent numériquement, mais qui n'ont plus aucun contact avec l'extérieur. Il y a un décrochage scolaire, un décrochage familial, un décrochage, je dirais, avec le monde que l'on va appeler abusivement de la réalité. Je dis abusivement parce que les choses sont beaucoup plus compliquées, je suis tout à fait d'accord sur ce point. Donc là, il y a là vraiment quelque chose d'extrêmement important, parce qu'à mon avis, ces symptômes ne sont pas simplement des pathologies imputables à des sujets, c'est aussi quelque chose qui nous interroge sur notre manière de vivre et d'être ensemble. C'est que nous sommes peut-être, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Shane Turkle, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est une anthropologue et une psychologue américaine, nous sommes seuls ensemble. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui dans, je dirais, une vie sociale où il est possible d'être en permanence relié, connecté, ensemble, et pourtant ne jamais se rencontrer. Et même quand on se rencontre, d'ailleurs vous vous croisez dans la rue, vous voyez les gens entrent avec leur portable, etc. Enfin, on est ensemble mais isolés. Et alors je crois que cet isolement, si vous voulez, il n'est pas imputable à une manière individuelle, singulière de vie. Je crois que cet isolement, il est imputable à la manière dont nous sommes aujourd'hui ensemble, c'est notre vie sociale, et la manière dont justement la technique confisque d'une certaine manière, si vous voulez, notre capacité de sentir, d'éprouver, d'être, de juger, de décider. Et je pense que c'est ce sur quoi Claude voulait un peu m'entendre, donc je vais quand même prendre quelques minutes pour en parler. Si vous voulez, je vois que la manière dont on se gouverne soi-même aujourd'hui, avec ces nouvelles technologies, en particulier le numérique, mais pas que le numérique, n'est-ce pas, avec ces nouvelles technologies, parce qu'il y a aussi les robots sociaux, on n'en a pas parlé, mais il faudrait aussi en parler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle les love dolls, n'est-ce pas, les robots sociaux, qui ne sont pas des poupées sexuelles, hein, ne sont pas des instruments sexuels, ce sont véritablement si vous voulez, des personnages siliconisés, si j'ose dire, et auxquels il est important que celui qui s'en fasse l'acquéreur, n'est-ce pas, lui donne une personnalité. Et il devient, à la place de Dieu, celui qui va lui insuffler une âme. Donc vous voyez, nous sommes vraiment, je prends 30 secondes de plus, nous sommes vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de retour aujourd'hui de l'animisme par le biais même justement de ces nouvelles technologies. Ce point est très important. Et souvenez-vous de la phrase de Malraux, qu'il a toujours dénié avoir prononcé, le XXIe siècle sera religieux. Malraux a dit, je ne l'ai jamais dit, bon, etc. On a des témoignages comme quoi il l'a sans doute dit, et en tout cas il a dit, n'est-ce pas, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, et il a en tout cas dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit que le problème du XXIe siècle sera de réintégrer les dieux. Alors, de réintégrer les dieux, pourquoi? Ça veut dire justement que nous devons en quelque sorte céder à l'animisme, faute de pouvoir conserver un monde avec un esprit. Alors, j'en profite pour signaler mon dernier bouquin. Un monde sans esprit, c'est un monde désacralisé. C'est un monde qui est désacralisé du fait même que nous avons confié, si j'ose dire, aux logiques technico-financières, le soin de penser à notre place. Et chaque fois que nous nous installons dans un scénario programmatique ou dans un scénario technique, ce n'est pas simplement un instrument. Nous sommes, si j'ose dire, à partir de ce moment-là, pris par des décisions à l'avance. Gunther Sanders disait que la technique, ce sont des décisions qui ont été prises à l'avance pour vous. Donc chaque fois que vous entrez dans un programme, chaque fois que vous entrez, si j'ose dire, dans une logique technique, vous êtes déjà assujetti à, on va dire, une véritable puissance qui fait que d'ailleurs, nous pouvons tout à fait aujourd'hui, demain, mais quand je dis demain, c'est dans quelques heures, vivre dans un monde intelligent, c'est-à-dire où tout est interconnecté, dans des villes parfaitement intelligentes, où tout sera interconnecté, dans une maison parfaitement intelligente, où tous les objets sont interconnectés, mais où l'humain sera devenu superflu. Donc je crois que, vous voyez, à mon avis, la technique est quelque chose de formidable. Pour ma part, bien sûr, enfin ceux qui me connaissent le savent, je ne vais pas condamner du tout, c'est pas ça. Je dis simplement qu'elle nous pose aujourd'hui un problème éthique et politique majeur.
un problème éthique et politique majeur parce qu'effectivement, elle peut venir en lieu et place de la vie sociale que nous ne sommes pas aujourd'hui encore capables de régénérer. Là est le problème. Et si je peux terminer par une petite histoire, je termine par ma petite histoire, oui. Bon. La petite histoire est la suivante, elle est très symptomatique de la manière aujourd'hui dont nous risquons d'être gouvernés et de nous gouverner nous-mêmes. Certains l'ont peut-être déjà entendu à Strasbourg le raconter. C'est une expérience pilote à Londres, si vous voulez, mais qui existe déjà aux États-Unis, au Canada et dans l'Europe du Nord, où finalement les gens qui sont pris à l'état d'ivresse sur la voie publique, dans des altercations, des troubles sociaux mineurs, etc., sont très sévèrement à Londres condamnés depuis la loi de 2012. D'ailleurs, c'est les amendes, la prison, etc. Mais on leur donne la possibilité, si j'ose dire, de repêchage, portant un bracelet électronique à la cheville qui mesure toutes les 30 minutes le taux d'alcoolémie et qui, à partir de ce moment-là, envoie une pinte de bière, n'est-ce pas, ou un whisky, ou un verre de rouge, etc., choisissez, qui envoie un signal d'alerte qui, finalement, en cas de récidive, conduit, si vous voulez, la personne devant un tribunal ou en prison. Ce qui est très intéressant, c'est la déclaration de l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, aujourd'hui ministre, vous savez, qui dit on ne vise pas les malades, on ne vise pas ceux qui sont connus de la police, les délinquants, on vise tous ceux qui exagèrent un peu trop un vendredi ou un samedi soir et qui troublent l'ordre public. Plutôt que de les punir, on peut les aider, et il ajoute, je crois que c'est moins cher et plus efficace. On peut les aider. Ça veut dire que la forme du soin aujourd'hui, la forme de l'aide pédagogique aujourd'hui, c'est quoi? C'est la machine, c'est qui constitue la prothèse de votre conscience morale. Ce qui est intéressant, c'est moins cher. Une logique de comptable, si c'est moins cher, on ne discute plus, et c'est plus efficace, c'est un langage de machine, et là aussi on ne discute plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé voir si effectivement c'était efficace. Alors on est allé voir, bien sûr, aux États-Unis, puisque en principe il y a 10 ans de décalage, nous recyclons 10 ans plus tard les surplus américains, on est allé voir si aux États-Unis c'était plus efficace, et dans le Dakota du Sud par exemple, des recherches ont eu lieu, où on s'est aperçu qu'effectivement, les gens, lorsqu'ils portent le bracelet électronique, moins de 5% récidivent. Mais quand on leur enlève le bracelet électronique, le pourcentage de récidive rejoint la moyenne générale. Donc ça veut dire, si vous voulez, et je termine là-dessus, ça veut dire que nous risquons, d'une certaine manière, de nous trouver à ne pas avoir besoin de conscience critique, de raison critique, de conscience morale. La machine peut nous gouverner. Et c'est ça le danger, parce qu'on voit très bien comment on peut avoir une espèce de disparition du politique en confiant aux machines le soin de nous administrer. Et là, je termine, si tu permets, par une citation de Walter Benjamin que j'aime beaucoup, dont je l'avais prévu. Une toute nouvelle pauvreté s'est abattue sur les hommes avec ce déploiement monstrueux de la technique. Que vaut en effet tout ce patrimoine culturel s'il n'est pas lié pour nous justement à l'expérience. Cette pauvreté d'expérience ne concerne pas seulement nos expériences privées, mais aussi celles de l'humanité en général, et c'est en cela une forme nouvelle de barbarie. Alors, demain, la civilisation sauvée grâce le viatique de la technique, ou bien condamnée à la barbarie.